Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Alors, toutes nos excuses encore, puisque, un peu à l'image du dernier atelier qu'on appelle MVP, mieux vaut prévenir, qui a eu lieu, je crois, en janvier, où on a été obligé de diffuser. Malheureusement, le présentiel nous est interdit, enfin interdit, nous est compliqué compte tenu de la difficulté que tout le monde connaît. Et des grèves que nous subissons et qui appliquent des difficultés pour les équipes de l'ordre. Donc, nous avons, une fois de plus, choisi, en tout cas, de continuer de, malgré tout, diffuser cet atelier, mais je vous promets qu'on arrivera à se rassembler à la Maison de la Profession à l'ordre 50 rue de Londres. Mais malheureusement, on fera encore une fois, en mode visio et donc de manière dématérialisée. Donc, merci de nous rejoindre sur cet atelier, cette espèce de saison 2, entre guillemets, d'atelier sur la prévention et les difficultés d'entreprise que nous avions démarré l'année dernière et qui nous semblait important de reprendre, important surtout à cette époque de l'année où nous sommes en train de finaliser les bilans de nos clients. Donc préparer les entretiens de bilan et donc essayer de faire le point non pas sur le ticket de parking qui manque le client, mais essayer de faire le point sur le financement de nos clients, sur leur situation financière, leur ligne de découvert, leur situation de trésor, et puis peut-être de raisonner sous forme de prévision au budget pour l'année à venir. Et savoir si les remboursements de PGE passent en fonction bien de l'actualité que nous avons subie ces derniers temps, comme tout le monde, les difficultés conjoncturelles, la hausse du coût de l'énergie, des matières premières, et puis un problème de financement, puisque comme tout le monde l'a vu, se refinancer, les emprunts coûtent plus cher aussi aujourd'hui. Voilà, donc tout cela nous a amené à réfléchir sur une saison 2 et en tout cas appréhender à l'aune de ces entretiens de bilan ces notions de prévention. Et encore une fois, sachez que la cellule de soutien de vos clients vous est ouverte, les experts comptables. Vous pouvez appeler, je pense que vous êtes bien au fait de l'opération que nous menons déjà depuis 2 ans, donc avec cette hotline qui vous est dédiée pour vous permettre, dans le cadre d'une réflexion d'un client, si vous ne savez pas comment gérer les difficultés d'un client, en tout cas d'avoir un juge chargé de la prévention d'un tribunal de commerce pour vous orienter. Voilà, et nous avons avec nous mes compères de toujours, du coup, donc Maître Nassim Khalimi. Merci Nassim d'être assidu et de toujours être présent pour nous accompagner. Je sais que ton franc-parler, enfin, en tout cas, ton analyse directe est très appréciée. Alexandra Blanc, administrateur judiciaire, va nous rejoindre. Elle nous écoute, mais malheureusement, elle a un tout petit peu de retard. Donc, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème et que Nassim va pouvoir prendre la balle au bond. Voilà le contexte dans lequel on se trouve. Toujours ces notions de prévention, cette évangélisation permanente et dans le cadre de l'actualité, comment s'entretenir avec nos clients de ces difficultés, comment former nos collaborateurs aussi sur ces notions de prévention et d'analyse des comptes des clients, et sans doute moins l'analyse des tickets de parking qui manquent. Voilà, tout ça va nous être résumé par nos professionnels du jour, et je serai un peu le monsieur loyal. Vous pouvez poser vos questions sur l'espace dédié et l'espace de chat dédié, et ça permettra à nos professionnels du droit, en tout cas d'alimenter le débat, et donc à nos professionnels du droit de répondre de manière franche et directe sur les questions qui peuvent se poser déjà dans le cadre de vos dossiers. Nassim, je te laisse la main.
Merci beaucoup, Nicolas. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Je suis ravi d'être là avec vous pour cet atelier qui va nous occuper jusqu'à 19h30 sur le thème de la prévention et de la détection des difficultés des entreprises. Donc, les difficultés techniques d'Alexandra Blanc me permettent d'avoir le plaisir de commencer. Et donc, je me présente en deux mots. Je suis Nassim Ghelmi, je suis avocat au barreau de Paris, associé du cabinet Osborne Clark et spécialisé dans le droit des entreprises en difficulté et en charge du département de droit des entreprises en difficulté restructuring de mon cabinet. Donc, ça fait à peu près 18 ans que j'accompagne des sociétés, des entreprises en difficulté à tous les stades des difficultés économiques et financières qu'elles peuvent rencontrer. Et, et c'est un vrai plaisir d'être là parmi vous, avec vous, puisque en tant qu'avocat et dans ma profession, dans mon métier, dans mon quotidien, nous travaillons évidemment en permanence avec vous, avec les experts comptables, avec les hommes et les femmes du chiffre, qui sont évidemment pour nous indispensables dans tous nos dossiers, quelle que soit la taille du dossier. On a absolument besoin de votre expertise, de vos connaissances et de tout l'accompagnement sur les aspects financiers, sur les aspects stratégiques et comptables de tous nos dossiers. Donc il y a vraiment une complémentarité de notre profession et je suis vraiment ravi d'avoir la chance et merci à Nicolas et merci à l'ordre pour leur confiance dans ces ateliers qui deviennent maintenant une véritable institution. Alors l'atelier de ce soir, puisqu'il y en aura plusieurs, l'atelier de ce soir est consacré à la prévention, donc aux procédures préventives, les procédures qui sont des procédures très en amont qu'on va pouvoir ouvrir pour aider l'entreprise avant que les difficultés ne soient trop fortes et donc éviter ce qu'on appelle un dépôt de bilan, donc une procédure collective qu'on verra dans un atelier ultérieur. Là, on va se concentrer sur la phase très préventive, très en amont et surtout sur la détection des difficultés des entreprises. Et avant de laisser la parole à Alexandra Blanc, qui est administratrice judiciaire, qui nous expliquera sa pratique et les éléments essentiels des procédures préventives, je me propose de revenir sur une notion absolument fondamentale dans notre discipline et dans votre métier aussi. C'est une notion dont on entend souvent parler, mais qui est parfois assez méconnue et qui pourtant est fondamentale pour pouvoir s'orienter dans la boîte à outils de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises. C'est la notion d'état de cessation des paiements. C'est une notion absolument indispensable, qui est relativement simple dans sa définition, mais qui malheureusement crée un certain nombre de confusions, y compris parmi les juristes, parmi les avocats et également parmi les experts comptables. Et donc, il nous a semblé vraiment important de revenir sur cette notion. Peut-être que vous la connaissez par cœur et donc ce sera sans doute une redite pour un certain nombre d'entre vous, mais il nous a paru important de faire ce rappel. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Alexandra. On t'entend pas. C'est bon, là. C'est bon. Voilà, on t'entend. Donc, la notion d'état de cessation des paiements. Alors, la notion d'état de cessation des paiements, c'est une notion qui est une notion juridique, c'est une notion légale qui est prévue dans le Code de commerce. Donc, ce n'est pas une construction de la jurisprudence, des tribunaux ou des praticiens, c'est une création du législateur qui existe depuis des décennies. Et cette notion d'état de cessation des paiements contient une définition légale. Et donc, le Code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour l'entreprise, ce qu'on appelle le débiteur dans notre jargon, pour l'entreprise de faire face avec son actif disponible à son passif exigible.
Donc, c'est une notion de trésorerie et surtout pas une notion de bilan. Ça, c'est la première remarque qu'on doit faire. Donc, c'est une notion de trésorerie. Et c'est une notion qui va s'analyser jour par jour et non pas sur un exercice donné. Donc, l'état de cessation des paiements, c'est une photographie, un jour donné, de cette comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible de la société. Donc, on ne raisonne pas sur l'exercice 2022, si la société est en état de cessation des paiements sur cet exercice ou sur un mois, on va raisonner jour par jour. Ce qui veut dire aussi qu'une société peut être en état de cessation des paiements continu sur une période donnée. Mais l'état de cessation des paiements, encore une fois, doit s'analyser jour par jour. Et je peux être en état de cessation des paiements le 10 janvier et je peux ne pas être en état de cessation des paiements le 11 janvier. Alors, c'est une comparaison de deux grandes masses, de deux grandes masses. La première masse, l'actif disponible, et la seconde, le passif exigible. Alors, on va s'intéresser à l'actif disponible. L'actif disponible, c'est l'ensemble des liquidités à un instant T, donc à un jour donné, dont dispose la société, dont dispose l'entreprise. Et ces liquidités, ce sont toutes les unités de compte de la société. Donc c'est ça, en fait, c'est sa monnaie, la monnaie qui lui appartient. Donc ça va être la monnaie fiduciaire, donc les pièces, les billets pour les commerçants, c'est ce qu'on appelle le fonds de caisse. Et ça va être bien évidemment la monnaie scripturale, donc la monnaie d'inscription en compte, c'est-à-dire tous les soldes créditeurs des comptes en banque ouverts au nom de la société. Et j'insiste, c'est au nom de la société, au nom de l'entreprise, et à son nom seul. C'est-à-dire que les comptes bancaires, les soldes créditeurs des comptes bancaires, des filiales ou de la société mère, de la société holding, ne rentrent pas en ligne de compte dans l'examen pour une société donnée de son état de cessation des paiements, puisque cet état de cessation des paiements est analysé société par société. Le droit français ne connaît pas la notion de groupe et de compte consolidé. Donc on raisonne société par société. Ça, c'est la première observation. Donc c'est l'ensemble des liquidités, donc des soldes créditeurs, de chacun des comptes ouverts au nom de la société en question. On va ajouter à cela les autorisations de découvert. Et quand je dis autorisation de découvert, ce sont les découverts autorisés et expressément autorisés par la banque. Ce n'est pas les facilités en fin de mois que l'agence bancaire autorise de façon tacite aux dirigeants. Non, ce sont les autorisations de découvert qui font l'objet d'un écrit. Et par hypothèse, ce sont les autorisations de découvert non encore consommées. Et on va ajouter à cela enfin les lignes de crédit qui sont ouvertes au nom de la société et par hypothèse, comme pour les autorisations de découvert, les lignes de découvert ou les lignes de crédit non encore tirées. Et c'est tout. C'est-à-dire que on ne va pas prendre en compte les immobilisations, on ne va pas prendre en compte les stocks, quand bien même ces stocks auraient une valeur extrêmement importante, quand bien même ces stocks seraient tout à fait liquides. Les stocks ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'actif disponible. Les immeubles qui ont une grande valeur, bien évidemment, ne sont pas à prendre en compte dans l'actif disponible. Et surtout, et c'est là où on a une confusion et parfois une pratique qui peut être un petit peu souple avec cette notion, mais à l'examen qui ne résiste pas et en cas de contentieux qui ne résiste pas aux fourches codines des cours d'appel et surtout de la Cour de cassation, c'est que le compte client ne peut pas rentrer dans l'actif disponible, dans le calcul de l'actif disponible, quelle que soit sa qualité. Donc, si j'ai une créance échue sur un client ultra solvable, sur Google, sur Facebook ou sur l'État français, je ne peux pas, et je vois Alexandra qui réagit d'ores et déjà et qui aura son point de vue, et je la laisserai exposer son point de vue, mais en tout cas, je vous expose le mien en tant qu'avocat. Le compte client ne peut pas être inclus dans l'actif disponible. En Sauf, réalité, sauf s'il est factorisé. alors voilà, c'est la seule exception. C'est la seule exception. C'est euh, le compte client, les créances clients que je peux mobiliser, que je peux factoriser dans un délai de 24 à 48 heures. Donc ça veut dire que
dans un délai très très court, je suis capable de démontrer que aujourd'hui, jeudi 23 mars, je suis capable d'ici, en gros, vendredi ou samedi, je suis capable d'apporter à mon facteur mon million de créances clients et je sais, de façon certaine, je sais le démontrer, que avec ce million de créances, le facteur va me faire un virement de 850 000 euros qui seront disponibles sur mon compte samedi matin. Je vais faire cette démonstration. Pourquoi? Parce que j'ai déjà un rapport et un lien contractuel et un lien d'affaires avec mon facteur. Donc ça suppose d'avoir déjà un facteur, un contrat facteur qui fonctionne depuis longtemps et avec un historique. Et c'est ce lien permanent et ce lien historique avec mon facteur qui me permet de démontrer que les factures qui sont de la même qualité que celles que je lui apporte d'habitude me permettent de transformer ces créances clients en de l'actif disponible à très brève échéance. Mais c'est la seule exception. C'est-à-dire que si je ne peux pas factoriser ces sommes-là, mes créances clients ne peuvent pas rentrer dans l'actif disponible. C'est la seule exception. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le facteur est un établissement de crédit et en fait, on va raisonner de la même façon qu'avec un établissement bancaire. La société est créancière de l'argent qui est sur son compte. D'accord? Je ne suis pas propriétaire de l'argent qui est sur mon compte. Ça, c'est une vue de l'esprit. Juridiquement, je suis créancier de ma banque et ma banque a une dette sur moi. Mais pourquoi ça fonctionne et pourquoi le système bancaire français? Parce que l'État donne des agréments à des établissements de crédit. Et ça, c'est la confiance de l'État dans les banques, surtout dans un pays comme la France. Et on a vu que c'était pas forcément le cas dans d'autres États, et on l'a vu en Suisse notamment, avec certaines craintes sur la capacité d'un établissement bancaire à restituer ses dettes vis-à-vis de ses clients. D'accord? Encore une fois, l'argent sur un compte en banque n'appartient pas au client, c'est juste une dette. Et donc, pour le facteur, c'est exactement la même chose. On a confiance dans le facteur uniquement parce que le facteur a fait l'objet des mêmes réglementations qu'un établissement de crédit. Et donc, c'est la seule exception. Il y a un seul test qu'il faut faire lorsque vous vous demandez si l'actif en question qu'on vous propose, que le client vous demande d'analyser pour savoir si c'est un actif disponible. Il y a une question à vous poser, un seul test, et ça marche à tous les coups. Vous imaginez un restaurant et vous avez à la porte du restaurant le maraîcher qui vous apporte un cajot de tomates. Le maraîcher veut être payé tout de suite de ses 70 euros du cajot de tomates. Question, est-ce que avec l'actif qu'on vous propose, est-ce que vous êtes capable de payer le maraîcher de son cajot de tomates? Avec les billets et les pièces du fonds de caisse, oui, ça c'est possible, il n'y a pas de problème. Avec l'argent que vous avez sur votre compte en banque, aucun problème, vous sortez votre smartphone, vous faites un virement automatique. Maintenant, on a des virements instantanés qui se font en 5 secondes. Oui, je peux utiliser mon solde créditeur pour payer mes 70 euros de mon maraîcher. Je peux utiliser mon découvert autorisé, il n'y a pas de problème. Je peux utiliser ma ligne de crédit et dans certains cas, je peux utiliser ce que le facteur pourra me payer. Alors là, c'est un peu plus problématique parce que ce que je vais pouvoir mobiliser, le maraîcher, il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est ses 70 euros tout de suite. Mais c'est la seule exception de mon exemple. La seule exception, c'est le facteur. En revanche, mon stock de poissons, même si c'est des poissons ultra chers, ultra frais, le maraîcher, il s'en fiche. Lui, il sera pas désintéressé de son cajot de tomates s'il n'a pas ses 70 euros en cash, en argent. Je vais pas lui donner un turbo pour effacer sa dette. Ça marche pas. Je suis propriétaire de mes murs. Mon immeuble vaut 10 millions d'euros. Mon restaurant. Il a tort. Pardon? Il a tort. Il a tort. Mais en tout cas, il ne sera pas désintéressé par le fait que je possède un immeuble qui vaut 10 millions d'euros. Et de la même façon, j'ai beau lui dire que j'ai une facture impayée de Google qui est échue depuis une semaine, que Google m'a promis qu'ils allaient me payer et qu'ils étaient ravis de mes prestations, le maraîcher ne sera pas désintéressé. Lui, ce qu'il veut, c'est ses 70 euros. Ce test-là, c'est le seul test à réaliser pour savoir si l'actif en question que le client vous expose en disant expliquez-moi si je suis en état de cessation des paiements ou pas, et si l'actif que j'ai là à ma disposition, c'est un actif disponible, faites ce travail et faites ce test. Et si le maraîcher n'est pas désintéressé immédiatement, c'est pas de l'actif disponible. Ensuite, on a le passif exigible. Le passif exigible, c'est simple, c'est l'ensemble des dettes de la société, l'ensemble, quelle que soit leur nature, arrivées à échéance. Donc c'est pas tout le passif, heureusement,
c'est toutes les dettes qui sont arrivées à échéance, quelle qu'en soit la nature. Des salaires, des charges, du loyer, des fournisseurs, des prestations de services ou un emprunt bancaire. Alors, si j'ai emprunté 5 millions à ma banque, que je suis en cours de remboursement de ce prêt et que j'ai des échéances mensuelles de 100 000 euros, si je n'ai pas payé mon échéance du mois de mars qui est échue depuis le 15 mars, je fais rentrer dans mon passif exigible l'échéance du 15 mars que je n'ai pas payée. En revanche, l'échéance du mois d'avril, l'échéance du mois de mai, etc., ne rentrent pas dans le passif exigible. C'est bien logique. Donc, c'est toutes les créances, toutes les dettes qui sont échues. Tout ce que je dois payer à un tiers est considéré comme du passif exigible. Il y a une seule exception, une seule, et pas deux, c'est une seule exception, qui est assez méconnue, c'est tout ce qui concerne les créances litigieuses, ce qu'on appelle en droit les créances litigieuses. Les créances litigieuses, ce sont les dettes, donc les sommes d'argent que je dois à un tiers, ce tiers me les réclame, il considère que c'est échu, parce que la facture est arrivée à échéance, ou parce que j'ai loupé l'échéance et que je ne suis pas à jour. Mais en revanche, moi, je lui oppose un fait, une raison valable pour ne pas payer. C'est-à-dire que je considère que je ne dois pas le payer. Alors, il ne faut pas que ce soit artificiel, hein, il faut que ce soit sur un vrai motif. Par exemple, je conteste l'exécution de la prestation par mon créancier, ou je conteste la livraison. Vous m'avez jamais livré. Vous prétendez que vous m'avez livré et que je vous dois 100 000 euros depuis une semaine. Non, j'ai jamais reçu la marchandise. Donc, c'est une créance litigieuse. Eh bien, cette créance litigieuse sort du passif exigible. Mais dès lors qu'il n'y a pas de litige sur une créance, l'ensemble du passif échu, arrivé à échéance, rentre dans le calcul. Et donc, à un jour donné, aujourd'hui 23 mars, je fais la comparaison entre ce que j'ai sur mes comptes en banque, où j'ajoute mes découverts autorisés et mes lignes de crédit non consommées, et je confronte ce montant avec mon passif exigible, c'est-à-dire à date, au 23 mars, l'intégralité de mes dettes échues. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une comptabilité bien tenue, une balance AG qui est à jour pour me permettre de faire cet exercice. Donc autant l'actif disponible, c'est simple, j'ai juste à aller sur mon compte en banque et regarder l'état de mes comptes. Pour le passif exigible, il faut que je fasse un petit travail pour être à jour de l'ensemble de mes dettes pour savoir si je suis en état de cessation des paiements ou pas. Et cette notion d'état de cessation des paiements, on verra qu'elle va avoir énormément de conséquences. C'est pas juste pour les besoins de l'exercice qu'on s'amuse à faire ce calcul, parce que cette notion d'état de cessation des paiements va avoir des conséquences extrêmement importantes sur la responsabilité du dirigeant et également sur les procédures qu'on va pouvoir ouvrir pour traiter les difficultés de la société. Alexandra, je te laisse évidemment la parole si tu veux réagir, et je sais que tu veux réagir sur la notion d'état de cessation des paiements, et j'ai déjà beaucoup parlé. Non, t'inquiète pas. Alors, bonsoir à tous. Désolée pour les minutes de retard. Non, je souriais tout à l'heure sur la solvabilité de l'État français. C'était surtout ça, hein, pas, pas sur ton appréhension de la actif et du passif. Je reviens juste sur ton propos introductif. Je partage totalement l'analyse de Nassim et de Nicolas. Enfin, pour nous, vous êtes des partenaires de l'entreprise. Moi, j'aime souvent à dire, alors je précise, je suis droitière, j'aime bien dire que vous êtes le bras droit du dirigeant. Et nous, on est le bras gauche. Autant Nassim que moi, on arrive pour vous aider dans une situation peut-être parfois complexe, ou en tout cas qui nécessite un peu plus de technique, et une technique sur laquelle nous, on est aguerris parce qu'on traite ces situations-là de difficultés. Alors, difficultés qui peuvent être au sens large, hein, ça peut être bien évidemment des difficultés financières, mais pas que. Et on intervient justement pour venir vous assister le chef d'entreprise, comme un bon bras gauche qui intervient quand le bras droit il peut pas faire porter le plateau tout seul. Voilà, donc on n'est pas en concurrence avec vous, on est un travail d'équipe, et ça c'est vraiment essentiel. Moi je dis toujours, je fais pas le bilan, je fais pas les budgets, et surtout j'ai pas la vision historique qu'a un expert comptable qui a créé 10 ans, 15 ans, 20 ans de confiance avec son client. Donc forcément, déjà, il faut que l'expert comptable arrive à faire passer le message aux dirigeants qu'il faut aller voir en plus un spécialiste, comme on peut aller voir un spécialiste quand on va voir le médecin, quand le médecin traitant n'est pas suffisant. Voilà. Donc vous êtes le médecin traitant, et nous, on est
spécialistes pour la difficulté. Donc, c'est essentiel de se connaître, même si on n'a pas des clients en difficulté. Je pense que notre rôle à nous avec Nassim, c'est de se faire connaître pour que justement, le jour où vous avez des réflexions sur des dossiers qui sont pas encore en difficulté, mais qui pourraient l'être, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on puisse échanger et pas malheureusement le jour où on a reçu le recommandé de la banque qui dénonce la ligne de découvert et il n'y a plus que 60 jours pour agir. Alors, je le dis parce que on le voit quand même de plus en plus là dans les dossiers qu'on a actuellement, du fait de la sortie des bilans ou en tout cas des projets et quand on a ce type de réflexion. Ça, c'était pour le propos introductif. Sur la situation active-passive, donc bien évidemment, Nassim a très justement repris voilà, aujourd'hui les dispositions légales qui s'appliquent. C'est sûr que moi, j'ai une vision un peu plus large de l'actif disponible sur le poste client et les stocks, parce que parfois, en tout cas, les présidents de juridiction font preuve de bienveillance. Et bien évidemment, un poste client sur lequel on peut justifier d'une recouvrabilité à très court terme. Donc, j'aime à dire là l'exemple de Nassim, l'État français, Google, si on sait justifier d'une récurrence dans les paiements où on a un client qui nous paye tous les 15 du mois, qui n'a jamais eu de retard et qu'on dépose un dossier le 10, le président n'aura pas vraiment de difficulté à mettre en délibéré sa décision pour s'assurer de l'encaissement du poste client. Voilà, il y a quand même une souplesse. Je reviens quand même sur le découvert. Alors, c'est peut-être, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais vous voyez, j'étais avec certains de vos confrères encore dans la journée. Le découvert, faites attention parce que c'est vraiment quelque chose de trappe et j'ai l'impression que c'est un facteur de stress. Le découvert, vous avez deux notions de découvert. Vous avez soit du découvert autorisé, soit du découvert à durée déterminée, soit du découvert à durée indéterminée. Faites très attention quand votre découvert est à durée déterminée, surtout en ce moment. Au moment où l'échéance passe, si la ligne est utilisée, donc si vous avez un découvert de moins 50 000 et qu'il a échéance, je ne sais pas moi, 23 mars, demain matin, votre découvert au 24 mars, il devra être remboursé par la structure. Donc, le 24 mars, ça deviendra du passif exigible, comme vous l'a expliqué Nassim. Donc, à l'instant T, ça peut être de la trésor disponible si effectivement la société n'a pas utilisé le découvert. Donc, vous pouvez l'intégrer à l'actif de votre situation active-passive. Autant le lendemain, si malheureusement la ligne de découvert a été utilisée, ce sera du passif échu et là-dessus, malheureusement, la structure n'aura aucun levier. Donc moi, là, je l'ai vu sur un dossier où on était bien sur du découvert à durée déterminée, donc avec une date d'échéance, et où malheureusement, le dirigeant a cru qu'il avait 60 jours pour pouvoir rembourser la banque, et malheureusement, il n'y avait pas 60 jours, l'échéance du découvert, le découvert était intégralement utilisé, et il fallait rembourser la banque le lendemain, et malheureusement, dans la situation active-passive, ça nous change tout. Donc vraiment, regardez bien dans les notions de trésor ce que vous avez, et surtout ce qu'a la structure. Je pense quand même, et comme vous l'a fait appréhender Nassim, que les situations actives-passives, les mieux placés pour les faire, c'est vos clients. C'est pas à vous, parce que malheureusement, vous n'avez pas la situation financière instantanée et une vision instantanée sur la situation de trésorerie, parce qu'encore une fois, c'est pas une vision bilancielle, comme l'a très bien dit Nassim. Donc, vous ne pouvez pas à l'instant T faire une situation active-passive à la veille ou au lendemain. Ça, c'est matériellement impossible. Donc surtout, et je crois bien que dans le titre, il y a la notion de responsabilité des professionnels du chiffre. Attention à ne pas faire des attestations en disant que la structure n'est pas en état de cessation des paiements, notamment ça c'est des documents qui vous sont demandés dans les restructurations de prêts garantis par l'État. Si vous n'avez pas ces visions-là à l'instant T, donc de la position de trésor de la structure et à l'inverse aussi du passif fournisseur comme l'a dit Nassim, parce que si vous n'avez pas ces éléments-là à date et avec une comptabilité à jour au sein de la structure, matériellement, vous ne devez pas prendre la responsabilité de signer en absence d'état de cessation des paiements sur lequel vous n'avez aucune vision à l'instant T. Donc, c'est vraiment une notion à date. C'est ce qui est un super avantage parce que c'est hyper malléable. Mais par contre, ça peut être un vrai inconvénient au quotidien parce que c'est quand même de la responsabilité du chef d'entreprise de maîtriser les chiffres au quotidien. Bon, par l'expérience d'Assim, je pense qu'on peut dire que ces deux éléments-là, que ce soit la trésor, ils la maîtrisent. Ils savent vous dire à l'instant T quasiment ce qu'ils ont sur le compte. Et à tout le moins, comme l'a dit Nassim, ils se connectent sur leur application, c'est pas bien compliqué. Et sur le passif, ils savent quand même très souvent ce qu'ils doivent à leurs fournisseurs. Parce que pour eux, les fournisseurs, c'est stratégique. Les seuls éléments qu'ils ne maîtrisent pas forcément à l'instant T, c'est le social, le fiscal et les banques.
Social, fiscal, vous avez les accès normalement sur les URSSAF et le Trésor public, donc vous savez nous sortir des bordereaux de situation pour nous dire qu'est-ce qui n'est pas payé. Et pour les partenaires bancaires, on sait vite si l'échéance de prêt, elle a été provisionnée ou pas sur le compte. Donc c'est vraiment très très facile de sortir une situation active-passive. Le problème, c'est que c'est souvent où vous êtes persuadé qu'il faut remettre à jour, enfin qu'il faut qu'on ait une situation intermédiaire pour nous sortir la situation active-passive. Or, nous, la situation intermédiaire avec Nassim, quand on reçoit un dirigeant, on n'en a pas besoin. Parce que la situation intermédiaire, au mieux, elle sera au mois qui précède, mais elle sera jamais au jour qui précède. Et là, on peut perdre énormément de temps. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on se parle avant, dès que vous avez la vision d'un client qui pourrait être en difficulté, c'est dès ce moment-là, il faut se parler, parce que si vous prenez le temps de faire une situation intermédiaire pour appeler un professionnel des procédures, je pense qu'on peut déjà perdre un mois ou un mois et demi, voire 2 mois sur l'appréhension d'un dossier et la procédure qui serait la plus adaptée, alors même que c'est un document qui, à l'instant T, ne nous servira pas. Voilà. Donc vraiment, ça, n'hésitez pas. Et moi, ce que je disais, et on en parlait d'ailleurs avec Nicolas et Nassim, je trouve que là, vous êtes en sortie de bilan. Je pense que ce serait pas mal d'envoyer un petit tableau Excel à vos clients avec actifs disponibles, passifs exigibles, en mettant 2 lignes. Actifs, vous mettez trésorerie, passif, vous leur mettez ensemble du passif échu, ou en tout cas dette due. Vous leur mettez fournisseur, URSSAF, Trésor public et banque, vraiment les éléments clés, et qui vous la renvoie avant le rendez-vous bilan, présentation du bilan. Parce que mine de rien, vous pourrez avoir des surprises, parce que vous le savez très bien, hein, malheureusement, vous allez sortir les éléments au 31-12, mais là, on est déjà le 23 mars. Pour certains, le début d'année a été très compliqué et va l'être. Moi, je vois sur de la restauration, le bâtiment. Là, notamment sur Paris, on le voit, il y a des restaurants qui sont fermés, qui disent que mine de rien, l'impact des grèves va être significatif. Le coût de l'énergie, la morosité ambiante qui fait qu'il y a moins de clients. Donc, il y a vraiment certains secteurs d'activité où je pense qu'il va falloir être très vigilant au mois le mois et malheureusement pas au trimestre parce que ça va être trop long. Et je pense que le rendez-vous bilan pour certains peut être l'occasion de faire un point sur ce qui s'est passé sur ce début d'année et de voir si à très court terme, on n'a pas des situations qui vont être compliquées parce que la tension de trésorerie va être telle qu'ils vont peut-être pas pouvoir arriver jusqu'à l'été ou que même avant l'été, il y aura des ruptures de trésorerie. Et il y a des leviers, donc c'est dommage de ne pas les utiliser. Mais pour ça, et moi je le vois maintenant sur les premiers rendez-vous que je peux faire, avant même une quelconque procédure, je demande systématiquement à ce que le dirigeant vienne avec ce tableau Excel. Je pense que ça fait gagner du temps à tout le monde et surtout, on s'est appréhendé dès le départ. Bon, déjà, si le dirigeant a une vision financière de sa structure et à tout le moins, si au moins il appréhende de quoi on parle. Voilà. Souvent, ce qu'on me dit, c'est oui, mais c'est pas facile d'expliquer à un dirigeant l'état de cessation des paiements. Fonctionner très simplement, comme Nassim vous l'a expliqué, c'est une balance. Voilà, monsieur, vous avez 2 balances. La première balance, c'est votre trésor. La deuxième balance, c'est qu'est-ce que vous devez. Si votre balance, qu'est-ce que vous devez, elle est trop importante, il faut essayer de la réduire au maximum et essayer d'augmenter l'actif, ou à tout le moins arriver à les équilibrer. Alors, Nassim vous a mis en exergue les actifs, en tout cas comment vous pouvez remplir la balance actif. Moi, je vais essayer de mettre en exergue comment on peut essayer de sortir au maximum de passifs. Le but étant de vous donner quelques leviers d'optimisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre vraie difficulté. Enfin, je pense qu'on fait tous de la PME, on voit tous voire de la TPE, on voit tous la problématique, c'est qu'ils sont quasiment tous à jour de leur charge fixe, ou en tout cas ils essayent, mais il n'y a pas de trésor. Et pour certains, malheureusement, ils ont généré des dettes, donc ils sont échus, comme vous l'avez indiqué Nassim, où la date de paiement est passée. Et le problème, c'est qu'on n'a pas la trésor en face pour venir combler et pour arriver à démontrer une absence d'état de cessation des paiements. Donc il y a 3 bons leviers pour essayer de sortir au maximum de passifs. Le premier, c'est l'échéancier, le moratoire, l'échéancier de paiement. L'échéancier de paiement, notamment sur les URSSAF et les trésors publics, vous n'obtiendrez pas 12 mois, 24 mois ou 36 mois, mais vous obtiendrez à minima 3 mois. Parfois, il vaut mieux prendre un délai, même s'il est trop court, mais au moins qui permet de générer cette suspension d'exigibilité, plutôt que de vouloir absolument 36 mois ou 40 mois, ce qui n'arrivera pas hors cadre d'une procédure amiable, Nassim du Marais, si je me trompe, mais qu'on obtient rarement en direct. Donc, vaut mieux prendre un délai, même s'il est trop court, même si vous savez qu'il faudra le renégocier dans le cadre d'une procédure amiable, c'est pas grave, mais au moins ça permet d'accrocher le délai et surtout d'éviter la caractérisation de cet état de cessation des paiements. Donc l'échéancier, c'est le bon remède à une dette échue qu'on ne sait pas traiter.
malheureusement, vous allez me dire, ah oui, mais ça, c'est très compliqué à obtenir. Pas forcément. Le dirigeant, il peut très bien dire à ses fournisseurs, voilà, j'ai une problématique pour payer mes factures, est-ce que tu peux me l'échelonner? Souvent, ils se parlent par téléphone, il n'y a pas d'écrit. Surtout, dites-leur à minima de tracer par mail l'échéancier qu'aura accordé le fournisseur par téléphone. S'il y a juste un échange téléphonique et qu'on lui dit OK, il faut absolument que le dirigeant trace par mail, conformément à notre échange, je te confirme le paiement sur trois mensualités. Au moins, ça permet de prendre date et ça permettra à Nassim, lorsqu'il ira voir un président, d'aller justifier qu'il y a bien un échéancier qui est en cours. Voilà, ça c'est hyper important. Il y a le deuxième levier qui est pas mal. Alors là, c'est plus compliqué avec les fournisseurs. C'est la suspension d'exigibilité. Suspension d'exigibilité, c'est-à-dire que ma date de facture et de paiement, alors ça c'est important, la dernière fois il y a un de vos confrères qui m'a dit oui mais attention, la date de la facture c'est pas forcément la date de règlement, juste réflexion, comme quoi c'est un bon travail d'équipe. La date de règlement de la facture, bah, si elle est au 23 mars et que je ne peux pas la payer, on essaie de la faire reporter au 23 avril ou au 23 mai. On gagne un mois, certes elle sera due dans un mois, mais à l'instant T, ça permet de faire sortir de la balance passive cette dette qui peut caractériser à elle seule un état de cessation des paiements. Donc, vous voyez, hein, c'est du bricolage, je suis bien d'accord avec vous, mais au moins, ça vous montre aussi que c'est très malléable et que c'est vraiment du coût humain en fonction de la situation de la structure à l'instant T. Et enfin, Nassim l'a dit, en tout cas l'a laissé ressortir, c'est le contentieux. La contestation. Attention aux contestations quand même, parce que certains avocats adorent la contestation, mais c'est le vrai contentieux. C'est pas juste le fournisseur m'a livré, il m'a envoyé la facture et la marchandise, mais je conteste la qualité de la marchandise. Je l'ai appelé et je lui ai dit que j'étais pas d'accord sur la qualité. Ça suffit pas. Ça caractérise pas un contentieux suffisamment. Un contentieux, on parle de vrai contentieux judiciaire. On parle d'un contentieux devant le tribunal de commerce parce qu'on conteste la qualité de la marchandise. Mais vous me voyez peut-être venir à grands pas. Il y a surtout un contentieux qui peut être intéressant, c'est les contraintes URSSAF. Faire une opposition à la contrainte URSSAF. Si l'URSSAF m'a délivré une contrainte, je peux faire une opposition à la contrainte. Alors, c'est pas génial, hein, ils vont pas être dans une super configuration pour négocier, mais bon, à l'instant T, quand on n'a que ça, parfois, vaut mieux faire du contentieux et sur lequel on se désistera forcément dans un autre cadre, mais au moins, ça permet à l'instant T de décaractériser ce passif exigible. Voilà. Donc ça, c'est 3 leviers. Sur la partie active, j'y reviendrai pas parce que c'est là où Nassim a parfaitement raison, c'est que sur le poste client et sur les stocks, les leviers sont très faibles. Pour autant, et Nassim, je sais que nous avons des échanges à chaque fois sur ces sujets, on a quand même des présidents de juridiction. N'oubliez pas que dans les tribunaux de commerce, vous avez des chefs d'entreprise comme juges. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller au golf le mercredi après-midi, ils vont ou le lundi ou le mardi, ils vont au tribunal de commerce, ils mettent une robe et ils vont rendre la justice commerciale. Donc, c'est quand même derrière des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants qui connaissent la vie d'un chef d'entreprise, les problématiques d'un chef d'entreprise et qui sont quand même très bienveillants. Et notamment sur les procédures de prévention dont on reparlera dans un autre module, c'est de la compétence unique du président du tribunal. Donc, par exemple, à Paris, le président du tribunal, il s'en occupe pas forcément, mais il a délégué ça à un juge chargé de la prévention et qui reçoit, qui est excessivement bienveillant et qui adore la prévention. Nassim, je pense, ne nous dira pas le contraire, le président Vallée. Si demain, vous lui dites, écoutez, j'ai un poste client reprenant notre exemple, avec Google, il me paye tous les 15 du mois, même si on est le 10, le président Vallée, il ne remettra pas en cause l'ouverture d'une procédure de prévention juste parce qu'on est le 10 et qu'on n'a pas encore encaissé le chèque Google ou le virement Google. Donc, ils ont quand même une vision assez large. C'est pareil sur certains secteurs d'activité. Quand vous avez du stock, et que le stock, vous avez un encours de stock où on peut justifier que le stock il sort et que l'encaissement se fait rapidement parce que les bons de commande sont à date fixe et que les encaissements, il n'y a pas de difficulté dessus. Voilà, on a des présidents de juridiction, que ce soit à Paris, mais aussi en province, qui font tout pour éviter de caractériser l'état de cessation des paiements. Et quand ils ont un doute, au pire, ils disent qu'il y a état de cessation des paiements inférieur à 45 jours et ils demandent au mandataire ad hoc ou au conciliateur de rendre un rapport à 1 mois au lieu de 2 mois pour être sûr qu'il n'y avait pas d'état de cessation des paiements à l'ouverture. Donc, ils ont quand même une ouverture d'esprit qui est assez large. Ils font tout pour essayer de sauver les chefs d'entreprise et essayer surtout de favoriser la prévention des difficultés pour éviter justement d'avoir recours aux procédures collectives qui,
ont un impact forcément sur la situation de la structure puisque c'est public. Voilà. Donc, encore une fois, je le dis, l'état de cessation des paiements, c'est simple. C'est pas une notion technique, c'est une notion, oui, de trésor comptable, juridique, où vous avez une définition dans le code de commerce, mais qui est hyper simple d'utilisation. Il n'y a rien de plus simple que la notion d'état de cessation des paiements. J'ai 2 vases, 2 balances, je dois juste en remplir une et essayer d'en vider une le plus facilement possible, ou en tout cas en essayant qu'il y ait le moins de bonbons à l'intérieur de la balance. Donc ça, c'est vraiment important. Si tous les dirigeants, déjà, quand ils créent leur société, savaient expliquer, enfin, savaient au moins définir l'état de cessation des paiements, je pense qu'on aurait moins de drames, mais vraiment, je le pense, parce que c'est juste une méconnaissance et une crainte de cette notion, alors que c'est une notion hyper simple à manier et que vous, pour le coup, vous avez plus que la compétence technique pour la manier. Par contre, on en a fait, je pense, on a sacralisé cette notion, donc du coup, maintenant, elle génère de l'angoisse et des responsabilités, parce que dans le cadre de la crise Covid, on vous a quand même demandé d'attester parfois que les entreprises n'étaient pas en état de cessation des paiements alors que vous n'aviez pas les éléments pour le faire. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on a trop sacralisé cette notion. Il faut vraiment casser les codes et la rendre beaucoup plus accessible à vos clients pour qu'ils sachent anticiper et qu'ils sachent à quel moment il faut venir vous voir. Bon. Je ne sais pas, Nassim, ce que tu en penses sur cette partie pratico-pratique. Absolument d'accord, absolument d'accord. J'avais juste deux petites observations. Euh, c'est un faux ami, l'état de cessation des paiements, parce que c'est qu'on paye ou qu'on paye pas n'a aucune espèce d'importance, puisque vous l'aurez compris, c'est une question de vase communicant. Donc, si j'ai 100 d'actifs disponibles et 150 de passifs échus, je peux baisser mon passif échu, oui, je vais payer 50 de mon passif échu, donc je vais revenir à 100 sur mon passif échu, mais sauf que je vais redescendre à 50 sur mon actif disponible. Donc, que je paye pas, c'est pas le sujet. Hein, bon, déjà. Et c'est une question importante parce que ça permet aussi, mais ça on le verra un petit peu plus tard, d'optimiser la trésorerie dans le cas et dans la perspective de l'ouverture d'une procédure surtout collective. Où en fait le maître mot c'est la trésorerie lorsqu'on ouvre une procédure collective, et dans cette perspective, lorsqu'on est en état de cessation des paiements ou lorsqu'on ne l'est pas encore, on va éviter de payer un certain nombre de créanciers pour pouvoir conserver et sauvegarder la trésorerie au maximum une fois que la société sera sous sa procédure. Ça, c'est ma première observation. Deuxième observation, Alexandra, tu as tout à fait raison sur le pragmatisme des tribunaux de commerce, que ce soit en prévention ou même en procédure collective, sur les conditions d'ouverture des procédures et donc sur l'appréciation de l'état de cessation des paiements. Et heureusement, on a besoin de ce pragmatisme. En revanche, et là c'est vraiment l'avocat qui parle, et l'avocat aussi contentieux, parce que je fais beaucoup de contentieux de procédures collectives, et là je peux pas, en ce qui me concerne, me contenter vis-à-vis de mes clients et vis-à-vis des experts comptables avec qui je travaille et que j'accompagne aussi, je suis obligé aussi d'avoir cette position très rigoriste, pas parce que je le suis, parce que c'est ma position, c'est parce que, et là on rentre dans le dur, c'est que la Cour de cassation et les cours d'appel sont très rigoureuses et très rigoristes sur cette notion. Parce que l'état de cessation des paiements n'a pas qu'un intérêt et n'est pas qu'une notion pour savoir quelle procédure ouvrir. Elle a aussi comme rôle d'engager potentiellement la responsabilité du dirigeant et sa responsabilité personnelle. Parce qu'en droit français, le dirigeant qui ne dépose pas le bilan de sa société, c'est-à-dire qui n'ouvre pas ou qui ne demande pas l'ouverture au greffe du tribunal d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une procédure de liquidation judiciaire, qui sont des procédures qui supposent l'état de cessation des paiements, eh bien le dirigeant a 45 jours au maximum pour demander l'ouverture d'une procédure collective avec état de cessation des paiements depuis le premier jour de l'état de cessation des paiements. Au-delà de 45 jours, c'est considéré comme une faute de gestion. Et ça, c'est très problématique pour le dirigeant, parce qu'un dirigeant qui commet une faute de gestion dans le cadre d'une procédure collective, si cette procédure collective débouche sur une liquidation judiciaire, et il y en a à peu près 50 000 tous les ans, des liquidations judiciaires, donc on ne parle pas d'une situation exceptionnelle, eh bien, le dirigeant s'expose, je ne dis pas que c'est automatique, mais s'expose à être poursuivi par le liquidateur judiciaire dans le cadre d'une action, ce qu'on appelle en comblement de passifs, qui s'appelle aujourd'hui l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs,
Et parmi les fautes de gestion qu'on peut reprocher aux dirigeants, eh bien, il y a le retard dans le dépôt de l'état de cessation des paiements au-delà de 45 jours. Et 45 jours, c'est très court. Et les conséquences d'une action en complément de passif, c'est que le tribunal peut condamner le dirigeant à payer tout ou partie des dettes de la société, quelle que soit la structure sociale, que ce soit une SA, une SARL, peu importe. S'il y a une faute de gestion, le tribunal peut condamner le dirigeant à payer sur ses deniers personnels, sur son patrimoine, tout ou partie des dettes. Donc, tout ou partie, ça veut dire, s'il y a 10 millions de dettes, ça peut être entre 0 et 10 millions d'euros. Donc, l'état de cessation des paiements est une notion indispensable à connaître parce que autant, et vraiment j'attire l'attention de tout le monde là-dessus, autant les tribunaux de commerce vont être souples sur l'appréciation de l'état de cessation des paiements lorsqu'il s'agit d'ouvrir une procédure et d'aider un dirigeant et une entreprise. En revanche, et c'est ça le problème qu'on a, c'est que ce même tribunal, dans le cadre d'une action en responsabilité contre le dirigeant, parce que il se trouve que c'est le même tribunal, c'est le tribunal de commerce qui va aussi condamner le dirigeant pour faute de gestion, eh bien là, il n'y aura aucun pragmatisme et aucune bienveillance vis-à-vis du dirigeant qui sera poursuivi en complément de passif. Dès lors que si on a un liquidateur judiciaire qui arrive à démontrer que l'état de cessation des paiements a été déposé, enfin que la déclaration de cessation des paiements a été déposée au-delà des 45 jours, le tribunal va appliquer la loi, mais de façon hyper précise. Et c'est-à-dire que là, il n'y aura plus de bienveillance. Et si la condamnation intervient, la cour d'appel sera aussi rigoriste que le tribunal, et je vous parle même pas de la cour de cassation. Voilà, c'est ça le petit bémol que je voulais apporter sur cette distinction entre état de cessation des paiements pour l'ouverture d'une procédure. Là, en effet, il y a un certain pragmatisme et une certaine ouverture. En revanche, il n'y a aucun cadeau pour ce qui concerne la responsabilité du dirigeant et potentiellement la responsabilité des conseils du dirigeant et en particulier des experts comptables qui auraient pu faillir dans le conseil et dans l'accompagnement du dirigeant. Si vous vous trompez sur la notion et que vous dites à votre client non, non, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en état de cessation des paiements alors qu'il l'est depuis plus de 45 jours, il engage sa responsabilité et potentiellement vous aussi. Juste un petit point en matière de sanctions là, sur cette notion d'état de cessation des paiements et la sanction corrélative pour dépôt tardif. Aujourd'hui, il y a une jurisprudence parce que, comment dirais-je, quand le tribunal ouvre une procédure collective, elle fixe un état de cessation des paiements provisoire, entre guillemets, mais même si, au terme d'opérations d'expertise dans le cadre de la liquidation judiciaire, on s'aperçoit que l'état de cessation des paiements remontait de manière plus ancienne, est-ce que aujourd'hui, moi, je crois comprendre qu'on ne peut plus revenir sur cette date de cessation de paiement ouverte par le tribunal à l'origine? Alors, lorsqu'une juridiction, donc tribunal de commerce, ouvre une procédure qui suppose un état de cessation des paiements. On le verra plus tard, il y a 3 procédures collectives. Il y a la procédure de sauvegarde qui suppose de ne pas être en état de cessation des paiements. Et on a le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Le redressement et la liquidation sont des procédures ouvertes sur état de cessation des paiements. Lorsque le tribunal ouvre une procédure de redressement ou de liquidation, c'est par un jugement, le tribunal est obligé, dans son jugement, de déterminer la date de cessation des paiements, puisque c'est l'une des conditions légales d'ouverture de la procédure. Et donc, le tribunal a l'obligation de motiver sa décision pour bien vérifier que la société est en état de cessation des paiements. Le tribunal va fixer cette date. Il n'a pas forcément tous les éléments pour la fixer. Il va le faire au vu du dossier qui est présenté par l'entreprise. Et le tribunal va se faire une opinion dans le cadre de son délibéré. Comme on sait que c'est une notion qui est certes très simple, mais que dans la pratique, on sait qu'un certain nombre de sociétés sont incapables d'établir avec précision, surtout la quantité du passif exigible parce que la compta n'est pas à jour, ça peut se jouer à une journée près, il y a quelques dizaines de milliers d'euros près, voire quelques milliers d'euros. Le tribunal a une idée qui peut être assez biaisée de l'état de cessation des paiements. Donc, la loi a instauré ce système de la date de cessation des paiements provisoire. Donc, on aura une date provisoire dans le jugement. Et en fait, cette date provisoire, elle va pouvoir être modifiée
sur recours des organes de la procédure, c'est-à-dire l'administrateur, le mandataire ou le procureur de la République, si l'une de ces trois personnes estime qu'en réalité le tribunal s'est trompé dans l'établissement, dans la fixation de l'état de cessation des paiements. Et là, on peut faire un recours, donc l'une de ces trois personnes peut faire un recours en report de la date d'état de cessation des paiements. Et dans le cadre de ce recours, le tribunal, et donc c'est le tribunal qui va rejuger cette partie du jugement sur la date de cessation des paiements, va analyser dans le cadre d'un échange contradictoire et souvent avec une expertise. Donc là, on va vraiment regarder très très précisément la notion d'état de cessation des paiements et on va remonter dans le temps pour voir depuis combien de temps la société était de façon continue en état de cessation des paiements. Et le tribunal va peut-être ajuster la date et en fixer une autre que celle qu'il avait fixée provisoirement. Il y a juste une contrainte, c'est que le tribunal, dans ce cas-là, ne peut pas remonter de plus de 18 mois en arrière. D'accord? Donc là, il est limité dans le temps. On ne peut pas remonter la date de cessation des paiements de plus de 18 mois. Et cette date de cessation des paiements qui est provisoire devient définitive au bout d'un an à compter de l'ouverture de la procédure si personne n'a agi en report de la date de cessation des paiements. Donc en fait, cette date de cessation des paiements qui est provisoire, et dans la majeure partie des dossiers, elle se consolide et devient une date définitive, ça devient la vérité judiciaire au bout d'un an si personne n'a agi. Et dans 99,9% des cas, personne n'agit en report de la date de cessation des paiements. Donc c'est la date qui est fixée par le tribunal qui va faire force de loi au bout d'un an. D'accord? Et c'est sur cette date-là qu'on va pouvoir estimer si le dirigeant a été en faute ou pas. D'où l'importance, lorsqu'on prépare un dossier de dépôt de bilan, c'est-à-dire d'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire. Il faut être très précis dans le dossier et porter beaucoup d'attention sur la préparation de ce dossier. Il ne faut pas le faire par-dessus la jambe au motif qu'on dépose le bilan, donc en fait tout est perdu, on n'a plus rien à perdre. Mais si, déjà un redressement judiciaire, l'objectif c'est de sauver la société, donc rien n'est perdu. Et la liquidation judiciaire, certes, ce sera terminé pour la société, mais ce ne sera pas forcément terminé pour le dirigeant. Donc il faut soigner le dépôt de bilan et bien évidemment faire en sorte de démontrer que l'état de cessation des paiements est le plus proche de la date de l'audience d'ouverture de la procédure et donc essayer de démontrer qu'on est bien dans le délai des 45 jours. Parce que si on n'est pas dans le délai des 45 jours, il y aura dans le jugement une date provisoire qui va attester en réalité que le dirigeant a commis une faute puisqu'il aura été au-delà des 45 jours. Pardon, Alexandra, juste peut-être rappelons que cette période de 18 mois, qui peut remonter au maximum 18 mois avant l'ouverture de la procédure collective, s'appelle la période suspecte et comme son nom l'indique, c'est une période où le liquidateur, notamment, va scruter les opérations pour voir si un actif de l'entreprise n'a pas été vendu dans le périmètre du dirigeant, au dirigeant, à un prix défavorable à la procédure, puisqu'on désintéresse le dirigeant au lieu des créanciers et le rôle d'un représentant des créanciers à l'ouverture d'une procédure collective ou d'un liquidateur judiciaire, c'est évidemment en premier lieu de réaliser l'actif pour payer les dettes de l'entreprise. Donc il s'assurera et évidemment déjà de l'établissement des comptes. Donc attention, alors en matière de responsabilité, j'attire votre attention sur le fait que votre client, 31 décembre, a peut-être pris une somme d'argent, mais qu'il va rembourser rapidement, etc. Et de temps en temps, vous êtes un peu hésitant en disant, tiens, compte courant débiteur, ça fait pas bon effet, ça se voit dans le bilan, on va mettre ça dans un 467, un compte de débiteur divers, etc. Donc attention à la responsabilité de l'expert comptable, ne prenez pas, ne participez pas à une présentation des comptes qui serait mauvaise, en tout cas qui rejaillirait sur votre responsabilité en disant vous avez prêté la main finalement à une espèce de contournement de la loi, détournement, un abus de bien social, etc. Les liquidateurs, alors évidemment, ce sont des petites sommes, c'est pas le sujet, c'est l'épaisseur du trait, et puis évidemment, il appartient à tout le monde et aux liquidateurs en premier lieu
de relativiser par rapport au passif de l'entreprise, mais à partir du moment où un dirigeant ne fait pas face à ses responsabilités, à son passif et laisse à la collectivité, à la GS pour les salariés et puis pour le reste, bien souvent des ardoises, évidemment, on a en contrepartie une responsabilité sur ce qu'on a fait. Alors, comme je vois qu'il y a peu de questions et c'est bien d'avoir des échanges très terre à terre, Alexandra, pardon, vas-y, je te sens. Non, je voulais revenir. Alors moi, je rassure tout le monde, je suis pas liquidateur, hein. Donc je veux juste, je suis pas mandataire judiciaire, hein. Je suis administrateur, j'y tiens, hein. Donc moi, je représente que l'intérêt de l'entreprise, jamais l'intérêt des créanciers. Donc tout ce qu'on se dit là reste entre nous, rassurez-vous. Non, je reviens par contre sur ce que disait Nassim sur la date. Soyez vigilants sur la date. Et la date, souvent, elle est caractérisée par trois choses: l'URSSAF, le Trésor public et les salaires. Donc faites attention, c'est des dates où, enfin, il y a vraiment des dates certaines. Donc à un moment donné, quand on ne paye pas les salaires, quand on ne paye pas l'URSSAF, le délai des 45 jours, il se caractérise très 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 vite. Donc ça, c'est voilà, c'est quand c'est à date fixe, le compteur commence à tourner. On vous a dit aussi sur la dénonciation des découverts, quand vous avez un découvert qui est dénoncé et qu'il a duré indéterminé et que la banque en va le recommander, il y a un petit compteur de 60 jours qui commence à tourner. Donc attention, ça c'est des dates très précises qui peuvent caractériser, comme le disait Nassim, le délai de 45 jours. Je reviens sur l'appréhension très forte par la Cour de cassation, mais même avant ça, aujourd'hui dans les tribunaux de commerce, même s'ils sont bienveillants, et je renie pas tout ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, on voit dans les juridictions, notamment en province, des procureurs qui sont excessivement vigilants sur la notion d'état de cessation des paiements et sur le délai. Pourquoi? Parce que ils voient fleurir des liquidations judiciaires parfois en série avec des serial entrepreneurs qui ont joué des procédures et aussi des professionnels qui ont joué des procédures de prévention un peu comme antichambre de la procédure collective. Et ça, clairement, les procureurs ont été excessivement formés sur cette notion-là. L'amiable ne doit pas être l'antichambre de la procédure collective et ne doit pas servir non plus à abriter des chefs d'entreprise indéfiniment de la procédure collective. Et du coup, d'action en responsabilité. Parce que vous l'avez compris, en amiable, le but quand même, c'est pas d'aller chercher la responsabilité du dirigeant et encore moins son expert comptable. Pour autant, moi je l'ai vu sur certains dossiers et je le vois là sur de la jurisprudence où je vois des confrères qui ont été désignés mandataires ad hoc ou conciliateurs, donc a priori où il n'y avait pas d'état de cessation des paiements et où le procureur a fait un recours de l'ordonnance rendue par le président pour contester la désignation du professionnel en disant il y avait état de cessation des paiements et il n'y avait pas vocation à ouvrir une procédure de prévention. Donc ça va quand même loin. Donc je pense qu'on a tous un devoir quand même de vigilance. On ne peut pas faire rentrer un dossier dans une procédure de prévention s'il y a état de cessation des paiements avéré. Voilà. Le but non plus, c'est pas de jouer des procédures. Je ne dis pas que c'est simple de dire à un dirigeant qu'il faut aller en procédure collective, mais comme l'a dit Nassim, le redressement judiciaire, c'est pas la liquidation. Sinon, ça n'existerait pas. Donc la sauvegarde, le redressement, c'est des vrais outils de gestion, au même titre que l'amiable, si c'est géré suffisamment tôt et que si c'est vécu comme un outil de gestion. C'est sûr que si on dit je vais en sauvegarde, je vais en redressement, je dépose le bilan, c'est fini, ah ben c'est sûr que la prochaine étape, c'est la liquidation judiciaire. Il y a des chefs d'entreprise et des professionnels du chiffre qui appréhendent ces procédures-là comme des vrais outils de gestion, donc qui en font un levier, notamment de trésorerie, qui constitue suffisamment de passifs avant de se mettre en procédure et qui anticipe la constitution de trésorerie suffisante pour pouvoir gérer convenablement la procédure. Et c'est des vrais leviers et des vrais rebonds pour les chefs d'entreprise. Faut-il pour ça qu'on l'anticipe? Donc c'est pour ça que je vous disais, l'échange qu'on peut générer en amont avant tout dossier, c'est hyper important parce que, encore une fois, quand on se dira tiens, je vais voir un professionnel parce que le dossier est en difficulté, en fait, c'est déjà trop tard. Et souvent, on est plutôt l'annonceur de mauvaises nouvelles en disant aux dirigeants bon, ben en fait, vous allez en redressement et peut-être qu'en redressement, il n'y aura pas de solution, ce sera la liquidation judiciaire. Et ça, c'est dommage. Je me dis que si on se parlait plus et si le tissu économique qui entoure les dirigeants est plus en phase et en travail d'équipe, je pense que on pourrait sauver des structures plus facilement et surtout, on éviterait voilà, des dossiers comme ça. Moi, quand j'ai vu passer ces dossiers-là en contestation parquet, je me dis ça donne vraiment une mauvaise image à la fois des professionnels, parce que c'est que clairement les professionnels n'ont pas regardé le dossier avant et se sont pas parlé. Parce que c'est assez facile, et Nassim peut en témoigner, un avocat, un expert comptable, on met un administrateur autour de la table, quand on travaille en équipe et qu'on se parle, on sait dire,
aux dirigeants, oui ou non, monsieur, vous êtes en état de cessation des paiements, et quelle procédure il faut aller. Et après, on déroule, chacun connaît sa partition, et ça se passe bien. Et souvent, l'expert comptable même va avec l'avocat rencontrer le président, et normalement, on ne doit pas avoir ce genre de difficulté-là. Donc, en plus, je pense que plus les tribunaux nous verront travailler en équipe, plus ils seront rassurés, et plus ils seront aussi bienveillants sur les dossiers qu'ils reçoivent. Voilà. Donc faites attention à la date, comme l'a dit Nassim. Souvent, c'est ça qui permet de faire tourner le compteur et de savoir si oui, on est en état de cessation des paiements et à quel moment donné la responsabilité pourrait être engagée. Et deux, je pense aussi sur même la caractérisation d'un état de cessation des paiements, c'est pas grave. Voilà. Il faut savoir dire à un chef d'entreprise, monsieur, il faut arrêter. En tout cas, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut se placer dans le cadre d'une procédure. Et la procédure collective, c'est pas un échec. C'est un outil de gestion, c'est un super levier. Mais par contre, il faut juste maîtriser l'outil et savoir expliquer aux chefs d'entreprise comment on va utiliser des outils juridiques pour favoriser le redressement de son entreprise. Du moment où vous lui expliquez ça, il y a moins d'angoisse. Alors, je le dis souvent, hein, moi, déjà, je commence les rendez-vous en disant, vous inquiétez pas, monsieur, je ne vais pas liquider votre entreprise, je ne sais pas faire. Mais mine de rien, quand vous leur dites, il y a une chape de plomb qui s'envole parce que déjà, la méconnaissance des professions, ça génère forcément une crainte. De toute façon, nous, alors Nassim, il a peut-être moins la problématique que moi, mais moi, quand je dis à un dîner, je suis administrateur judiciaire, souvent on me dit, vous êtes le croque-mort de l'entreprise. Alors que pas du tout, parce que moi, je ne sais pas les liquider. Et l'inconscient collectif, et c'est pareil, vous leur dites qu'il faut aller au tribunal de commerce, ils vous disent, faillite, faillite sanction. Non, le fait d'ouvrir un redressement judiciaire, une sauvegarde ou même une liquidation judiciaire n'entraîne pas forcément une sanction. On n'a pas les bracelets, on ne va pas en prison parce que malheureusement, on part en liquidation judiciaire. Par contre, il faut anticiper, il faut prévenir et il faut bien utiliser l'outil. Et même si on va à la liquidation judiciaire, si on n'a pas fauté dans la gestion, il n'y a pas de raison qu'il y ait une sanction. Voilà. Et on a aussi des mandataires judiciaires, il faut quand même leur tirer, enfin, il faut qu'il y ait des mandataires judiciaires, hein, c'est comme des huissiers de justice. Les mandataires, le but, c'est pas d'aller chercher des responsabilités, ni auprès des conseils, ni auprès du dirigeant. Pour autant, il y a des choses qui ne peuvent pas laisser passer. Là, vous voyez, moi, j'étais au tribunal tout à l'heure. J'ai un dirigeant, on n'a aucun élément financier. L'expert comptable n'a pas les pièces et le dirigeant ne répond à rien. Bon, à un moment donné, je pense qu'il va se prendre une action en responsabilité, c'est sûr, parce que je pense qu'en plus, il a mélangé les comptes de l'entreprise et les comptes personnels. À un moment donné, c'est sûr que le mandataire, il ne peut pas laisser passer. Mais pour autant, le mandataire a essayé d'être constructif et son objectif, c'est pas de demander la liquidation judiciaire à tout prix. Mais si ça avait été anticipé et si on avait des réponses, on serait peut-être plus productif dans la procédure, même collective. Donc ça, c'est, je pense, important. Pardon, Nicolas, du coup, je t'ai coupé juste tout à l'heure. Non, je t'en prie. Non. Je pense qu'il faut effectivement avoir quelques réflexes. C'est ce qu'on essaie de donner de manière très concrète. Donc, ce que je disais, c'est que je ne voyais pas de questions passer, donc il faut quand même qu'on en produise des questions, enfin des situations pratico-pratiques. Je vais donner quelques exemples. Je sais que c'est un peu tendu, j'ai fait mon plan de financement, j'ai fait mon budget, j'ai fait mon DP. Je sais que ça va tirer, que je vais sans doute taper dans le découvert et que ça risque de se tendre. Donc déjà, première question, je ne suis pas bien, j'ai un découvert autorisé, il est à durée illimitée. Est-ce que je dois taper dedans sans me poser de questions? Ou est-ce que je suis craintif et je veux être un bon élève et puis pas devoir de l'argent à la banque? Quel doit être le comportement vertueux d'un dirigeant qui, déjà, c'est vertueux parce qu'il anticipe, il a fait un BP, il a travaillé sur l'expert comptable, il lui a dit au mois de mars, tu passes pas, au mois d'avril, tu passes pas, ça va être compliqué, etc. Donc, mais je n'ai pas pour habitude de taper dans le découvert parce que j'aime pas ça, etc. Bon. Tu vois, j'ai eu le cas exactement de ce que tu dis et à ma grande surprise, ce qui a été conseillé aux dirigeants, c'est faites un PGE résilience. Donc, déjà, il a du mal à payer son prêt. Alors, le découvert, là, pour le coup, il est utilisé, mais qu'à 50%. Et là, le conseil, c'est refaites un prêt.
Moi, je sais pas, mais je crois pas que de refaire un prêt. Et alors, en plus, on lui a vendu le package, hein. On lui a dit, faites un prêt, comme ça, vous faites un prêt un peu plus important, vous payez le premier PGE, et puis vous aurez un peu plus de cash avec le PGE résilience complémentaire. Bon, à un moment donné, c'est pas de bon conseil que de faire du prêt. Enfin, je crois qu'on en a suffisamment fait avec le Covid. Les prêts, faut arrêter. Faire du prêt pour compenser une absence de chiffre d'affaires, ça n'a jamais aidé, et surtout, ça a une durée limitée. Euh, alors là, le dirigeant en question, il est en plus caution du découvert. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le découvert, si on part en liquidation judiciaire et que malheureusement l'entreprise ne peut pas le payer, enfin le liquidateur ne peut pas aller rembourser la banque, à un moment donné, on va venir chercher quand même le dirigeant. Je ne suis pas sûre que d'utiliser les lignes de découvert au taquet, ça soit une bonne solution. Là, par exemple, je lui dis, mais est-ce que vous avez demandé à la banque de geler le prêt? Truc tout bête. Geler le prêt actuel sur la structure. Parce que le prêt actuel, c'est quand même, les échéances, c'est quand même 3 500 € par mois. C'est peut-être dommage de ne pas avoir déjà regardé juste dans le contrat si contractuellement. Alors, c'était pas trop le cas encore sur tous les prêts bancaires il y a 5-6 ans, mais de plus en plus contractuellement chez les partenaires bancaires, vous pouvez demander la mise en gel, en pause, du prêt. On aurait regardé déjà le contrat de savoir si la structure peut demander le gel immédiat et c'est sans motif, hein, on peut demander le gel de son prêt. Alors, sur les PGE, sur les prêts garantis par l'État, encore plus, puisque vous le savez, on peut maintenant restructurer les prêts garantis par l'État dans le cadre des procédures, enfin, dans le cadre de la procédure de conciliation. Donc, on peut mettre en place un gel du PGE en capital. Attention, on paye les intérêts et on peut modifier la durée d'amortissement. Donc, avant d'aller utiliser du découvert ou le dirigeant et caution, peut-être que déjà, on peut utiliser le premier levier de dire à la banque, est-ce que vous pouvez geler le prêt? Souvent, et là je vois c'est le cas, les chargés d'affaires, ils ne savent pas qu'on peut le faire, hein. Donc parfois, il faut ouvrir une procédure de prévention pour déjà demander le gel du prêt. Une procédure de prévention, Nassim, sauf erreur, ça s'ouvre en 15 jours, on est d'accord? Oui, c'est à peu près ça. Voilà. Donc, Ouais, 15 jours. voilà, c'est pas le délai d'ouverture de la procédure qui prend du temps. Voilà. Donc, quand vous êtes en début de mois, concrètement, on peut aller vite sur la mise en place d'un gel du prêt si tout le monde est réactif et travaille en équipe. Si on a un avocat qui maîtrise les procédures, qui maîtrise un président et qui maîtrise la préparation d'un dossier, ça va très très vite. Donc, tu vois, moi, Nicolas, sur ce dossier-là, et c'est exactement ton exemple que j'ai eu, j'ai dit aux dirigeants, mais déjà, regardez votre contrat de prêt, regardez si vous pouvez le mettre en gel, ça va vous faire un sacré levier de trésor. Après, moi, je ne vous cache pas, hein, et je le dis ouvertement, et je l'ai dit la dernière fois devant l'administration fiscale dans une formation, je dis aux dirigeants, la meilleure trésorerie qu'on peut trouver, c'est sur les dettes sociales et fiscales. La réalité, c'est que je suis facilement capacité à dire à un dirigeant, vous ne payez pas la TVA, vous ne payez pas l'URSSAF, en tout cas, vous payez la part salariale, mais pas la part patronale, parce que je sais que pour moi, dans le cadre d'une procédure de prévention, ça sera facile d'aller négocier un délai de paiement plutôt que de perdre un fournisseur. Donc moi, je suis assez prescriptrice de générer de la dette sociale et fiscale le temps, encore une fois, qu'une procédure soit mise en œuvre, parce que clairement, c'est assez facile d'aller renégocier de la dette. Alors par contre, quand on fait ça, il y a deux choses que je dis aux dirigeants. Le premier, c'est écrire à la banque de suspendre les autorisations de prélèvement qu'il y a sur les comptes. Parce que malgré le fait que vous déclariez en DSN et que vous suspendiez les télérèglements, parfois, je ne sais pas pourquoi, moi ça m'est arrivé sur un dossier en tout cas, le prélèvement passe. Donc, je pense qu'il faut coupler la suspension des téléprélèvements en plus de coupler un mail à la banque en disant que le dirigeant dénonce les autorisations de prélèvement qu'il avait pu accorder au profit de l'URSSAF et du Trésor public. Combien tu obtiens en conciliation là, en CCSF de délai en ce moment? Alors, très bonne question. Déjà, moi, je ne saisis pas tout le temps la CCSF sur les dossiers. C'est un mythe. Alors, la CCSF, pour tout le monde, commission des chefs de services financiers, qui permet de réunir une fois par mois, une fois par mois, une fois par semaine, ça dépend en fonction de là où vous êtes, le directeur de l'URSSAF et le directeur du Trésor public pour obtenir des délais qui sont plus importants que ce que vous pourrez obtenir en direct avec votre chargé URSSAF au Trésor public, votre gestionnaire de compte. Parfois, il n'y a pas besoin de saisir la CCSF. Les chargés de mission ou les directeurs directement de SIE peuvent accorder des délais. Moi, j'ai eu sur des SIE en direct, j'ai pu avoir 40 mois. Alors, il y a forcément des enjeux, hein. Je ne vais pas dire que sur la boîte de 2 salariés, on va obtenir la même chose que sur une boîte de 1000 salariés. Mais
Là aussi, il faut savoir ce qu'on demande. Moi, je demande jamais un délai, quelle que soit la taille du dossier, de la TPE jusqu'à la société cotée, sans les budgets. Donc, c'est là où je vous dis que vous êtes stratégique, parce que, par exemple, moi, des fois, j'ai besoin de saisir l'URSSAF et le Trésor public, je vais demander à l'expert comptable 2 budgets. Un budget qui démontre que sur 30 mois, ça passe pas, mais que sur 36, ça passe. Au moins, ils voient qu'on travaille en confiance, et ils voient qu'on essaye de faire au mieux. Parce que mon job, par contre, en amiable, c'est pas de tordre le bras à l'administration fiscale ou à l'URSSAF. Mon job, c'est de favoriser la restructuration de la dette et surtout de m'assurer que tout le monde s'y retrouve. Et qu'à l'issue de la procédure, la boîte soit restructurée, mais que le créancier n'ait pas non plus l'impression qu'on lui ait tordu le bras. Donc il faut que ce soit des intérêts pour que chacun s'y retrouve. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'appréhende les procédures. C'est important. Mais forcément, les délais que nous, on obtient en procédure sont forcément plus importants que ceux que le dirigeant peut obtenir tout seul au guichet. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une certitude. Alors, justement, deux notions là, qui cohabitent là, sur ces histoires de caution personnelle, parce qu'on sait bien que finalement, les dirigeants dirigeants de PME sont tétanisés à l'idée d'avoir la mise en jeu de leur caution personnelle, sur les découvertes qui ne sont pas remboursées, sur les emprunts en cours, etc. Donc, je pense qu'un petit focus rapide sur cette notion de caution personnelle qui permettrait sans doute de débloquer psychologiquement dans l'esprit nos clients, nos dirigeants de PME, en leur expliquant que la caution personnelle, dans le cadre d'une procédure, c'est toujours cette ligne rouge qu'on avait bien décrite, Nassim, au moment des universités d'été, c'est cet état de cessation des paiements plus 45 jours, puisque on a expliqué que ce battement de 45 jours permettait quand même d'ouvrir une procédure de conciliation. Mais au-delà de cet état de cessation plus 45 jours, en fait, le champ des possibles se rétrécit, le champ des sanctions s'ouvre. Alors qu'à l'inverse, lorsqu'on est en amont de cette ligne rouge et qu'on est effectivement dans une procédure de prévention et pas une procédure collective, la différence entre les deux, évidemment, dans une procédure collective, c'est qu'elle est déjà publique, elle est inscrite sur le CABIS et donc elle est connue de tous, en tout cas de tous ceux qui font un minimum d'efforts sur l'analyse des CABIS de leur écosystème, alors que la prévention, en amont de l'état de cessation des paiements, c'est donc pas une procédure collective, donc elle ne s'applique pas à tous, elle ne s'applique qu'aux créanciers avec lesquels on va être amené, l'auxiliaire de justice va être amené à négocier, et négociation, j'ai envie de dire, fine, et en tout cas adaptée à chaque type de créance. C'est-à-dire que c'est du coût humain, alors que dans une procédure collective, vous prenez ou vous ne prenez pas. Donc je pense que c'est utile de le rappeler, et cette notion de caution personnelle, elle n'est pas à faire, en tout cas elle est protégée, la situation du dirigeant est protégée lorsqu'il tire la sonnette d'alarme le plus en amont possible, alors que si il se retrouve collé au tribunal ou si on est dans l'ouverture d'une procédure collective, elle sera tôt ou tard appelée, cette caution. C'est le risque, je pense que c'est important, sans doute de rappeler cette notion-là, n'est-ce pas, Nassim? Alors absolument, avec une petite distinction sur les procédures collectives. Alors en procédure de prévention, donc qui ne sont pas des procédures collectives, qui n'entraînent pas un gel du passif et qui sont des procédures confidentielles centrées sur la négociation et sur l'amiable. Dans ce cadre-là, les cautions du dirigeant, à ce stade, sont protégées. C'est-à-dire que tant que la société paye ses propres dettes, la caution étant un engagement accessoire à l'engagement principal, par exemple un prêt, tant que la société honore son prêt, la caution personnelle du dirigeant ne peut pas être engagée. Et dans le cadre d'une procédure amiable, donc confidentielle, l'objectif, c'est de négocier, que la société négocie avec ses créanciers un étalement de ses dettes pour être à jour dans le cadre d'un nouvel accord qui va être entériné par l'ensemble des créanciers concernés. De la même façon, la caution du dirigeant va être protégée. Ensuite, lorsque les difficultés sont plus avérées et que la société est obligée d'aller dans une procédure collective. Alors, on l'a vu tout à l'heure et on le verra dans les autres webinaires. On a trois procédures. On a la procédure de sauvegarde, la procédure de redressement et la procédure de liquidation judiciaire.
Pour la procédure de liquidation judiciaire, là, c'est un vrai problème pour le dirigeant caution personnelle des dettes de sa société, parce que en liquidation judiciaire, la caution n'est plus protégée. C'est logique qu'elle soit plus protégée parce que la société est en liquidation judiciaire, ça signifie que son activité est arrêtée et dans 99% des cas, une liquidation judiciaire ne permet pas, avec l'actif de la société, de rembourser l'intégralité des créanciers. Et là, on ne parle pas des créanciers échus, on parle de l'intégralité des créanciers. Et donc c'est là qu'en liquidation judiciaire, bien souvent, le dirigeant voit sa caution activée parce que la banque n'est pas remboursée de l'intégralité de sa dette et que la société ne pourra plus jamais rembourser puisque son activité a disparu. La distinction doit être faite avec les deux autres procédures collectives, c'est-à-dire la procédure de sauvegarde et la procédure de redressement. Et là, c'est bien différent. C'est bien différent parce que en sauvegarde comme en redressement, vous devez avoir à l'esprit que ce sont des procédures où on va mettre la société sous cloche, elle va être sous protection du tribunal, à l'abri de ses créanciers pendant une période qui peut aller pour la sauvegarde de 12 mois à 12 mois et pour le redressement judiciaire à 18 mois. Pendant cette période d'observation, la caution de personne physique, donc la caution du dirigeant, ne peut pas être actionnée. Donc elle est protégée pendant la période d'observation. Et ensuite, à l'issue de la procédure, sauvegarde ou redressement, on va présenter un plan, la société va présenter un plan, ce qu'on appelle un plan de continuation, donc soit un plan de sauvegarde, soit un plan de redressement. Et ce plan-là implique le remboursement de tout le passif qui a été gelé à l'ouverture de la procédure dans le cadre d'un moratoire, d'un plan qui aura été négocié avec les créanciers et au besoin avec des délais imposés par le tribunal. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on le reprendra dans les autres ateliers, mais comprenez juste que le plan, c'est on étale le passif avec des échéances de paiement, un moratoire validé par le tribunal. Eh bien, pendant tout le temps où la société va exécuter son plan et parfaitement l'exécuter, de la même façon, la caution personne physique ne pourra pas engager sa responsabilité et son engagement de caution ne pourra pas être actionné. De sorte que tant que la société paye son plan et honore le plan qu'elle a fait homologuer par le tribunal, la caution est à l'abri. Et on a eu une avancée très importante depuis quelques années parce que au départ, on n'avait que dans la sauvegarde la protection du dirigeant pendant la durée du plan. Eh bien, le législateur a étendu cette garantie et cette protection du dirigeant pendant également l'exécution du plan de redressement, de sorte qu'aujourd'hui, qu'on soit en plan de sauvegarde ou en plan de redressement, la caution est protégée. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Et souvent, les dirigeants sont très craintifs et très angoissés par l'ouverture d'une procédure collective, et Alexandra l'a rappelé tout à l'heure, mais il faut bien distinguer les procédures. En liquidation judiciaire, oui, le dirigeant doit s'en faire parce que très probablement sa caution sera engagée. En redressement et en sauvegarde, c'est vraiment une autre histoire parce que normalement, il est protégé. Et donc, il y a une condition pour éviter tout ça et pour éviter la catastrophe pour le dirigeant, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que plus on va prendre les difficultés de l'entreprise très en amont, plus on permettra aux dirigeants d'ouvrir une procédure préventive et donc d'éviter en bout de course la liquidation judiciaire. C'est toujours le spectre de la liquidation judiciaire qu'il faut éviter. Et bien pour ça, il faut anticiper au maximum. On a toujours intérêt d'anticiper parce que plus on anticipe, plus on s'écarte de l'état de cessation des paiements et donc plus on ouvre le champ des possibles, c'est-à-dire le champ des procédures les plus light possibles et pour éviter justement une procédure collective. Alors, une question, pardon Alexandra, une question, mais on va répondre rapidement. Est-ce qu'un redressement judiciaire peut geler un redressement fiscal? Oui, puisque l'intérêt de la procédure collective, c'est d'arrêter ou de geler les dettes antérieures à l'ouverture de cette procédure. Donc, toute dette, qu'elle soit fiscale, sociale, à un redressement fiscal, etc., se verra gelée et sera incorporée, englobée dans un passif qui sera remboursé. Maître Nassim a écarté la notion de groupe pour caractériser l'état de cessation des paiements. Doit-on inclure dans le passif exigible les comptes courants des entités du groupe? Et oui, et c'est ça la double peine, c'est que dans le cadre d'un groupe, je ne peux pas bénéficier de l'actif disponible des autres sociétés du groupe,
quand bien même ces sociétés seraient très riches. Donc, si j'ai une société mère qui a un compte en banque qui est rempli de plusieurs dizaines de millions d'euros, eh bien, ce compte en banque, je ne peux pas l'inclure dans mon actif disponible. En revanche, si je dois de l'argent à mes filiales, ou si je dois de l'argent à d'autres sociétés du groupe, dans le cadre de conventions de trésorerie, d'apports en compte courant ou que sais-je, si ces apports en compte courant, si ces dettes que j'ai vis-à-vis des autres sociétés du groupe sont échues, exigibles, eh bien là, ça rentre dans mon passif exigible. Donc, je ne bénéficie pas de l'actif disponible des autres. Par contre, on inclut le passif exigible. Il est sans doute plus facile de négocier la non-exigibilité Encore des d'exister. questions à l'intérieur d'un groupe entre nous. Exactement. Et donc, c'est suivi Et il y a une règle de... qu'il faut savoir, règle juridique sur l'exigibilité, le caractère échu ou pas d'un compte courant. Alors, la Cour de cassation est très claire sur le sujet, c'est une exception. Un compte courant, sauf s'il y a un contrat. Donc, s'il y a un contrat qui prévoit que le remboursement du compte courant doit se faire à telle date, c'est cette date d'échéance qu'on applique. Mais dans le silence des accords entre les sociétés, et bien souvent, il n'y a pas de convention de compte courant qui fixe le délai d'exigibilité, c'est au jour de la réclamation par la société qui a prêté que le compte courant devient exigible. Alors, évidemment, si on réclame, et si la maison mère prête du cash, si la maison mère prête du cash, ça veut dire qu'on a une dette vis-à-vis de la maison mère pour apurer une autre dette. Donc, ça revient un peu au même. Si la maison mère apporte du cash avec un abandon de compte courant et clause de retour à meilleure fortune, est-ce que cela passe? Ben oui, parce que, alors, c'est un engagement dominant. La clause de RMF, elle doit évidemment être actée quelque part, notamment dans les annexes, dans les engagements. Mais on fait disparaître un passif, puisqu'on constate Oui, une perte dans la société mère qui a prêté l'argent et un profit automatique dans la société mère, dans la société filiale qui a bénéficié de l'abandon de créance. C'est ça. Alors, on ne fait pas disparaître un passif, on fait disparaître un passif échu. Mais le passif, il existe toujours parce que si la condition de la clause de retour à meilleure fortune intervient, bah là, l'obligation de rembourser la dette réapparaît. Donc le passif, il est là, il est sous-jacent, et c'est ce qu'on appelle en droit un passif éventuel ou aléatoire, donc qui n'est pas échu, peut-être qu'il ne sera jamais consolidé dans la réalité, mais en tout cas, il est là. Et en cas d'ouverture d'une procédure collective, ce sera un passif antérieur. Et comme on vous l'a dit, lorsque j'ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, tout le passif antérieur est gelé, eh bien, cette dette de la société mère sera une dette antérieure et donc elle sera gelée, elle sera au passif. Alors, question, si les conditions de la clause de retour à meilleure fortune interviennent postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, malgré tout, alors, comment dirais-je? C'est un passif antérieur. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'inscription au passif, enfin, on régénère la charge pour régénérer la dette au passif, mais ça ne la rend pas exigible puisque elle est du coup, elle est elle subit le sort des autres dettes. Exactement. Dette externe et dette interne. D'accord. Absolument. La date d'échéance d'une créance ou son caractère échu ou non échu n'a aucune influence sur le caractère antérieur ou postérieur de la dette. Puisqu'en procédure collective, ce qui compte, c'est le fait générateur de la créance. Et donc, si le fait générateur est antérieur, c'est une dette antérieure. S'il est postérieur, c'est une dette postérieure. Et là, pour le coup, les dettes postérieures, sauf rare exception, doivent être payées à l'échéance. Hein, on gèle le passif antérieur, on ne le paye pas, en tout cas pour le moment. Mais pendant la période d'observation, pendant que la société est sous sa cloche, là, le passif postérieur, celui qui est né à compter de l'ouverture, doit être payé à bonne date. Mais le fait générateur, oui, le fait générateur de l'abandon, enfin de la dette qui est abandonnée avec cause de RMF. Si postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, les conditions sont réunies pour régénérer la dette, le fait générateur est quand même antérieur à l'ouverture de la procédure, donc ça n'implique pas paiement immédiat, mais ce sont ce qu'on appelle des créances enfin des dettes à échoir, un petit peu comme un emprunt. Absolument. On a les dettes qui n'ont pas, enfin les échéances qui n'ont pas été payées et il reste un capital restendu qui est donc une dette à échoir qu'on doit inscrire au passif
tout autant. En tout cas, d'où l'intérêt de l'état de cessation, de la déclaration de cessation des paiements, puisqu'il y a deux colonnes, il y a la partie échue et la partie à échoir. Exactement. Et le fait générateur pour un prêt, que ce soit un prêt bancaire ou un prêt d'avance en compte courant, c'est pas les échéances de remboursement, c'est la remise des fonds. Donc, si la remise des fonds est intégralement antérieure à l'ouverture, eh bien, intégralement, le remboursement, la dette de remboursement sera une dette antérieure. De sorte que quand j'ouvre une sauvegarde ou un redressement, si j'ai fait un emprunt bancaire un mois avant que la banque m'a prêté 10 millions d'euros et que je dépose le bilan le lendemain, eh bien, la banque sera au passif pour 10 millions d'euros, Sera contente. y compris les intérêts. Y compris les intérêts futurs de remboursement qui sont également assimilés à des créances antérieures. Donc, tout est gelé. Comment l'expert comptable peut désengager sa responsabilité au niveau de l'anticipation des entreprises en difficulté? En écrivant. Non mais oui, en mettant en exergue l'état de cessation des paiements s'il existe, donc en écrivant au dirigeant, merci de me compléter le petit tableau Excel déjà pour savoir s'il y a état de cessation des paiements, et s'il y a état de cessation des paiements, écrire au client qu'il y a état de cessation des paiements, qu'il y a des mesures à prendre, une procédure à ouvrir, après le client fait pas, mais au moins l'inviter à venir nous rencontrer. Ça coûte rien, c'est gratuit, mais au moins, il y a une prise de rendez-vous et on peut justifier que le conseil a été apporté. Après, le dirigeant, il a les clés du camion, il les met dans le camion ou pas. Mais au moins, il ne peut pas dire qu'il n'a pas eu l'information. Alors, moi, sur cette histoire d'état de cessation des paiements, je ne suis pas maraîcher dans l'âne comme Nassim, mais la première question, la première question que je passe, la première question que je pose, c'est est-ce qu'on paye les salaires à la fin du mois? Parce que effectivement, comme le dit Alexandra, on peut négocier avec l'URSSAF, le fiscal, au moins, je dis toujours qu'il y a un fusil et un coup, parce qu'on envoie la DSN, on envoie une TVA, on dit on ne peut pas payer, on paiera le mois prochain, etc. En général, ça passe, il ne faut pas le faire deux fois parce que là, c'est bon. Mais les salaires, en général, on ne dit pas à la fin du mois aux salariés, bah, écoute, je ne peux pas te payer là, je te paierai le mois prochain. En général, ça ne passe pas. Donc, c'est assez symptomatique de la situation. On pourrait même dire que quand l'expert comptable n'est pas payé depuis 6 mois, bah, ça aurait tendance à caractériser un état de cessation des paiements. Je le disais également parfois en situation de commissaire aux comptes ou quand on n'a pas payé, parce que l'entreprise a tendance à laisser un peu traîner ses fournisseurs, quand on n'a pas payé son commissaire aux comptes, en général, il y a une réflexion qui marche assez bien, c'est appel aux comptabilités fournisseurs de l'entreprise en disant bah, est-ce qu'il faut que je déclenche une procédure d'alerte. En général, ça déclenche le paiement des honoraires assez rapidement. Il y a des petits trucs pour s'amuser. Alors, sur cette histoire de compte courant, je reviens aussi dessus parce que là, on a évoqué le sujet des groupes, mais il y a le dirigeant, je suis en train de subir le cas titre personnel pour une cliente là en ce moment, mais il y a le dirigeant qui, vous savez, c'est pas forcément du compte courant, c'est pas une instruction compte courant. Vous savez, en fin d'année, hop, je remets un peu de sous dans l'entreprise. Bah, c'est pas du passif. Si c'est pas inscrit en compte courant, bah, ça vient en moins de la rémunération parce que bah, hop, ça m'allège les impôts, les cotisations sociales et hop, début janvier, hop, je reprends un chèque tout de suite. Bon, il y a un petit peu ce jonglage-là. Et puis, paf, fin janvier, mi-février, je reçois une condamnation prud'homale qui fait que, exigible, et qui fait que je ne peux pas payer. Je ne peux pas m'engager dans un appel, etc. Et là, tiens, je vais prêter un peu d'argent, c'est pas inscrit en compte courant, je jongle avec ma rémunération, j'ai prêté de l'argent en fin d'année, là, je voudrais la récupérer tout de suite. Est-ce que ça, potentiellement, est-ce que ça peut entraîner une sanction pour le dirigeant ou est-ce que ça peut être vu comme quelque chose d'abusif? C'est une faute de gestion. Voilà. Le fait de se faire, si on est en état de cessation des paiements et que le dirigeant se rembourse son compte courant, ça c'est clair que ça a été jugé plein de fois, c'est une faute de gestion. Donc potentiellement, le dirigeant pourra engager sa responsabilité. Et même avant une liquidation judiciaire, ce paiement du compte courant pourrait même être annulé par les organes de la procédure en dehors d'une liquidation. Hein. Ça peut être en redressement judiciaire sur le fondement, tu en parlais tout à l'heure Nicolas, des nullités de la période suspecte.
Parce que ce remboursement de compte courant, c'est fait par hypothèse, hein, là on part de ce principe-là, on part de ce principe que ça a été fait alors que la société est en état de cessation des paiements, et ça c'est un acte interdit, donc qui peut être annulé. Quelque chose qui me semble important, j'insiste souvent là-dessus, j'anticipe des difficultés, je suis bien accompagné, mon expert comptable me dit qu'il faut ouvrir une prévention, une mesure de prévention, une conciliation, mais ça fait déjà 6 mois que je ne me paye pas, je serre la ceinture de tous les bords, etc. L'avocat qui m'a présenté, l'administrateur judiciaire qui m'a présenté, tout ça, ces gens-là, ils sont bien gentils, mais ils commencent à me demander des sous alors que moi, ça fait 6 mois que je ne me paye pas. J'ai envie de me débrouiller un peu tout seul. Mes banquiers, je les connais. Mes principaux fournisseurs, je les connais. Je sais que ça ne va pas passer. C'est une situation très concrète. Hein. Je sais que ça ne va pas passer. Donc, pour éviter d'être dans le dur, je vais morceler mon passif. Je vais faire attendre Pierre, je vais faire attendre Paul, je vais faire attendre un peu Jacques, et puis je vais payer ce qui est urgent là, je vais mettre de la rustine, et puis ça va finir par passer parce que finalement, je ne devrais pas beaucoup d'argent à un gros créancier, et puis personne ne va m'emmerder. Voilà. Est-ce que ça, c'est une bonne attitude? Bah non, parce que on aura beau morceler, quoi qu'il arrive, on aura du passif qui sera échu. Et en face, on n'aura pas la trésor pour le payer. Et justement, tu vois, ça tombe bien, c'était l'exemple que j'avais tout à l'heure où alors, il y avait des fournisseurs et surtout, il y avait le loyer qui n'était pas payé. Très mauvaise idée. Parce que le loyer, le jour où le propriétaire il dénonce un commandement visant la clause résolutoire du bail, là, il y a un risque de perdre le droit au bail. Donc, et alors, la dirigeante a eu une réflexion qui était, mais qui humainement est terrible. Elle me dit oui, mais il m'a pas envoyé la quittance, donc je peux pas le payer. Je sais pas combien je dois. Bon, c'est pas l'envoi de la quittance qui génère le paiement du loyer. Hein. Le paiement du loyer il est dû. Et c'est ce qu'a évoqué tout à l'heure Nassim. Il n'y a pas de différence entre exigible ou exigé. C'est pas parce qu'on ne demande pas le paiement que pour autant c'est pas dû. Et ça, là-dessus, la jurisprudence est très claire. Le passif, du moment où il est dû, où la date de règlement est passée, la date de paiement est passée, le passif est échu. Point barre. Il n'y a pas de négociation possible. Voilà. Alors, je sais que certains s'amusent à dire quand je saisis la CCSF, la dette n'est plus due. Il faut le plaider. Hein. C'est pareil sur les demandes d'échéancier URSSAF au Trésor public, ça ne suspend pas l'exigibilité. Alors, vous avez fait un délai, vous Une n'avez pas. demande n'a jamais suspendu l'exigibilité, quoi que ce Voilà. soit. Hein. Donc, encore Non, une mais il y fois, en a tant qu'il écrit, ouais, tant qu'il n'y a pas de. Pardon? il y en a qui mettent la charrue avant les bœufs. J'ai demandé, c'est pas un problème, c'est pas un sujet, on passe. Next. Voilà. Ouais. Donc voilà, faut vraiment faire attention, quoi. Il y a des sujets. Je reviens juste parce que je vois que le temps est passé, mais juste parce qu'on a évoqué tout à l'heure les cautions. Sur les prêts garantis par l'État, vous vous souvenez sûrement du mécanisme, mais je le redis parce que j'ai eu le cas là. Le prêt garanti par l'État, souvenez-vous bien, c'est quand même les partenaires bancaires qui ont délivré les prêts. Et l'État, par le biais de BPI, vient en garantie, donc se substitue à l'entreprise et si malheureusement l'entreprise faillit dans son obligation de remboursement, à hauteur de 90%. Attention, la garantie, elle ne marche que en liquidation judiciaire. J'ai un de vos confrères qui m'a posé la question là très récemment. La caution BPI, alors la caution de l'État via le relais de BPI ne joue qu'en liquidation judiciaire. Donc on ne peut pas actionner dans un cadre amiable la demande de garantie de BPI à hauteur de 90%. Ça ne viendra que si malheureusement la société vient en liquidation judiciaire. Et, 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 pardon. non, et le Et, PGE ne peut pas devenir non plus une subvention. Hein. Je casse le mythe, mais vraiment définitivement, le PGE, il doit être remboursé. Alors par contre, il y a des vrais leviers de restructuration en amiable, mais encore faut-il les utiliser suffisamment tôt. C'est pas quand on n'a plus de trésor qu'on demande le gel, c'est avant. Justement, ouais, on l'a voyé dans le dossier où on ne pourra pas payer le PGE en juillet, en août, voire en septembre. Mais on met déjà en place les gels maintenant, justement pour générer le maximum de trésor et pour durer plus longtemps et restructurer et préserver la trésor, justement pour éviter que le partenaire bancaire se paye, oui, à l'instant T, mais c'est qu'une vision court-termiste. Si dans 6 mois on est mort, ça ne servira plus à rien. oui, deux choses sur cette histoire de PGE, c'est-à-dire que la garantie de l'État au travers de BPI,
elle est automatique. Enfin, elle est automatique. Il y a une notion qui peut-être a échappé à la plupart d'entre nous, enfin, en tout cas aux entrepreneurs. Et c'est aussi pour ça que les banques étaient regardantes. C'est-à-dire que il y avait une condition pour que BPI ne remette pas en cause son engagement de caution solidaire sur l'emprunt, c'était que l'entreprise ne soit pas, on n'ouvre pas une procédure collective dans les 6 mois, me semble-t-il. C'est-à-dire que, alors là, du coup, c'est du ressort de la banque, mais si la banque autorisait, avec l'accord de BPI, un PGE de 1 million d'euros, 4 millions d'euros, j'en sais rien, enfin des sommes importantes, et que 3 mois après, paf, on déposait le bilan ou qu'on était en liquidation judiciaire, me semble-t-il, BPI ne cautionnait pas. Je crois pas qu'il y avait de notion de délai. Je crois pas, hein. Et de mise en jeu, enfin en tout cas, la mise en jeu de la garantie de BPI, je crois pas, était sous-tendue à un délai. Par contre, forcément, si dans le dossier, on a écrit au moment où le PGE a été débloqué que la boîte n'était pas en état de cessation des paiements, et que, j'exagère, mais entre guillemets, que tout allait bien, ce qui pouvait pas être le cas quand les PGE ont été débloqués, et que le PGE, par exemple, est venu solder un remboursement de compte courant, tiens, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, oui, là, il y a un risque que la garantie de BPI soit remise en cause, ou même que le prêt PGE ait servi, par exemple, à rembourser des lignes de découvert. Là, pour le coup, et comme tu le dis très bien, oui, effectivement, il n'y avait pas de contrôle a priori de BPI parce que clairement, il y avait trop de flux. Par contre, le contrôle a posteriori se fera. Donc forcément, quand BPI, il va falloir aller faire le chèque de dire, bon, mais maintenant, on paye les banquiers pour 90% du prêt qui a été débloqué, forcément, il y aura des vérifications de dans quelles conditions le PGE a été versé et surtout, à quoi a servi le PGE. Et je peux vous le dire que moi, je le vois là dans les dossiers de redressement judiciaire. Je vois des mandataires qui regardent à quoi ont servi les fonds. Oui, oui, alors ça, je m'y attends, moi qui fais des expertises pour les mandataires dans le cas d'entreprises en liquidation, je m'attends à ce que, évidemment, les entreprises qui soient liquidées, le mandataire vienne chercher, poser la question où est passé l'argent du PGE. Et je voudrais, parce que le temps passe malheureusement vite, et je vois qu'on a passé la barre fatidique des 100 personnes, donc les gens commencent à progressivement se déconnecter. Donc, bien que tout ça soit d'un grand intérêt, je voulais juste effectivement revenir sur cette notion de PGE parce qu'il y avait un accord de place il y a un an avec un Bruno Le Maire qui était monté au créneau pour justement rééchelonner les PGE. Finalement, on s'est rendu compte dans la pratique que même en passant, on en a parlé ensemble, Alexandra, même en passant par la médiation du crédit, enfin, tout ça, c'est de la perte de temps. Et les banquiers, les premiers, vous expliquent que même s'il y a un accord de place, de toutes les façons, vous allez vous faire desfaquer, enfin dénoter, etc. Et vraisemblablement, la solution la plus facile, et c'est pour ça que dans les statistiques des tribunaux de commerce aujourd'hui, on voit beaucoup monter de l'amiable, parce qu'il y a beaucoup de négociations de PGE, hein, c'est évidemment bien l'époque, et cette négociation de PGE, finalement, elle passe, pour gagner du temps, elle passe par de la conciliation et par le boulot de l'auxiliaire du site, de l'administrateur judiciaire, qui est en face de vous aujourd'hui, Alexandra. Si tu peux sans doute valider ce point. En tout cas, je pense que ça fait partie d'une partie de ton activité aujourd'hui. Ah mais c'est clair, enfin ça fait partie de la plus grande part de mon activité et surtout le sacré avantage, c'est que outre de négocier les PGE, on renégocie l'intégralité des dettes bancaires. Donc là, vous voyez, moi par exemple, les dossiers que j'ai en cours, j'ai de la dette de LBO, j'ai de la dette de prêt moyen terme et on en profite pour rééchelonner l'intégralité de ces prêts-là. Donc c'est pour ça, quand tu parlais du découvert tout à l'heure, le découvert, c'est peut-être pas le levier. Le meilleur levier, c'est peut-être de restructurer l'intégralité de la dette bancaire. Alors certes, il y a une renégociation du taux par le partenaire bancaire, mais encore une fois, c'est comme tu disais tout à l'heure, l'avocat, il a un coût dans la procédure, moi j'ai un coût. Oui, on ne travaille pas gracieusement, pour autant, c'est un investissement. C'est pareil pour le taux du prêt qui va changer. C'est un investissement qu'il faut voir. Quand on restructure un prêt sur 7 à 8 ans, c'est quand même pas neutre. Et si ça permet de sauver la boîte, ben, vaut mieux peut-être payer quelques intérêts et quelques coûts d'honoraires. Et je le dis parce que ça, vous devez le savoir normalement.
N'oubliez pas l'assurance santé entreprise que vous pouvez faire souscrire à vos clients, parce que c'est quand même un levier qui a été mis en place par l'ordre des experts comptables, donc c'est quand même pas rien. Les honoraires des administrateurs et des professionnels du chiffre qui peuvent intervenir dans le cadre des procédures, et même des conseils avocats peuvent être pris en charge par l'assurance. Moi, ça m'est arrivé 3 fois et c'est dommage. Je me dis, le coût des procédures qui parfois, sur certains dossiers, effectivement n'est pas neutre, bah, quand c'est l'assurance qui paye, tout de suite le dirigeant il va beaucoup mieux. Donc je pense, alors forcément il y a des carences sur les prescriptions d'assurance, mais mine de rien sur vos dossiers, pensez à faire souscrire cette assurance à vos dirigeants parce que pour avoir vu les plafonds de garantie, c'est très très bas, enfin de coûts de prime d'assurance, c'est très très bas. Par contre, quand on voit le coût de certaines procédures, quand il y a vraiment des grosses restructurations à mener, c'est epsilonien à côté, quoi. Donc là aussi, c'est pareil, c'est de l'investissement. Il est 19h45. On pourrait encore parler à bâton rompu sur ce sujet pendant encore très longtemps, mais voilà. Il faut nous quitter. Je voudrais remercier Nassim et Alexandra qui me font, enfin, qui nous font le plaisir d'intervenir pour la collectivité des experts comptables. Alors, ça a un intérêt réciproque, hein, puisque évidemment, plus on est sachant, plus on a de connaissances, plus on est efficace dans les procédures pour les avocats en charge de restructuring et auxiliaires de justice. Et puis, plus on est efficace, plus on est réactif et plus on sauve les entreprises. Donc, merci à vous encore d'être présent pour ces ateliers de formation, ou plutôt d'information, parce que ces sujets sont un peu inépuisables. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. N'oubliez pas la cellule de soutien pour vos clients en difficulté. Si vous avez des questions, même si vous avez un besoin de vous sentir épaulé, vous ne serez pas jugé. Il y a un numéro de téléphone, une hotline qui vous est ouverte. C'est pour vous. Et on n'est pas là pour vous juger, mais on est là pour vous donner, voilà, c'est la boîte à outils, mais enfin des outils supplémentaires pour pouvoir accompagner vos clients quand malheureusement vous n'êtes pas au fait de ces procédures. Et ne vous sentez pas seul, l'ordre est là pour vous accompagner. Et écoutez, nous vous souhaitons un bon courage pour cette période de bilan, pour cette fin de période de bilan, pour ces entretiens de bilan. N'hésitez pas à insister sur ces notions de prévention, c'est vraiment capital. Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain atelier le 7 juin prochain, en espérant que nous pourrons nous réunir enfin de nouveau, que les grèves seront derrière nous et que nous pourrons nous réunir de nouveau au 50 rue de Londres, à la Maison de la Profession. Merci à toutes et à tous. Merci Nassim, merci Alexandra. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Bonsoir à toutes et à tous. Au revoir.